pendant une année entière, en secret, j'avais aidé le chauffeur âgé de mon mari avec de l'argentin homme qu'il avait renvoyé sans un centime. Aujourd'hui, il m'a intercepté près du magasin et a chuchoté, « Demain, ne monte pas dans la voiture avec ton mari. Prends le bus. C'est une question de vie ou de mort. Tu comprendras tout quand tu verras qui est dans ce bus. » Et ainsi, je suis monté dans le bus. Bonjour. Écrivez dans les commentaires d'où vous écoutez. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un j'aime. Profitez de l'histoire. Mais avant que ce murmure ne bouleverse sa vie, ce n'était qu'un mardi de plus, une journée grise qui sentait la poussière et le détergent. Carole se tenait près de la caisse du magasin Home Good, rangeant mécaniquement une pile de serviettes en éponge. Elle avait 38 ans, mais dans le reflet de la vitrine du magasin sous la lumière déclinante de l'après-midi, elle voyait une femme beaucoup plus âgée. Ses épaules, habituées à porter de lourdes caisses de marchandises, étaient légèrement voûtées, et des ombres s'étaient installées au coin de ses yeux qu'aucune crème ne pouvait effacer. « Carole, ma chère, enregistre aussi cette nappe pour moi » a croassé une cliente régulière, une femme âgée en manteau beige. « Mais vérifie s'il y a des accros, veux-tu ? Après la dernière fois. »« Bien sûr, Madame Gable. » La voix de Carole était douce, d'un calme familier et rassurant. Elle déplia le tissu, passant ses doigts sur le lin. C'étaient des doigts de travailleuse, avec des ongles courts et la peau sécheresse main d'une femme qui ne craint pas le labeur, mais qui a parfois honte de les poser sur la table lorsqu'elle est invitée. Elle sourit à la cliente, mais ses pensées étaient loin. Aujourd'hui, nous étions le 18, le jour où elle commettait son petit crime secret contre le budget familial. Lorsque le magasin ferma et que les lourds volets métalliques descendirent avec fracas, séparant le monde lumineux des vitrines de la rue sombre, Carole ne rentra pas directement chez elle. Elle ajusta son manteau pas neuf, acheté en solde il y a 3 ans, mais toujours de bonne qualité et grisé, se tourna vers le parc. Dans sa poche, à l'intérieur d'un vieux portefeuille en cuir, se trouvait une enveloppe blanche. Elle ne contenait pas grand-chose, juste $100. Pour certains, c'était un dîner au restaurant. Pour Carole, c'était une nouvelle paire de bottes d'hiver qu'elle ne s'était pas achetée cette saison. Mais pour la personne qui l'attendait sur un banc de parc, c'était la vie. Walter, l'ancien chauffeur de son mari, l'homme qui avait conduit pour Ar pendant 5 ans, était assis, voûté sous un vieux sycomore. Un jour, arrêté rentré furieux, avait jeté ses clés sur la table d'entrée et avait dit « J'ai renvoyé le vieux. Il est devenu peu fiable, oublieux, et en plus, la voiture pue la cigarette froide. » Carole savait que Walter n'avait pas fumé depuis 10 ans, et elle savait aussi que le manque de fiabilité de Walter consistait seulement en ce qu'il en avait trop vu et gardé un silence trop honnête. Mais elle ne s'était pas disputée avec son mari à l'époque, elle le faisait rarement. Elle avait simplement commencé à mettre de côté un peu d'argent provenant de primes, d'heures supplémentaires et en économisant sur ses propres déjeuners. Walter l'appelait elle doucement. Le vieil homme sursauta, levant la tête. À la lumière du lampadaire, son visage ressemblait à du papier translucide. Il essaya de se lever, s'appuyant sur sa canne, mais elle l'arrêta d'un geste. « Pourquoi êtes-vous venu ? Il fait froid dehors. »« Tenez, dit-elle rapidement, regardant autour d'elle, et glissa l'enveloppe dans sa main. La main du vieil homme était glacée et tremblait. « Achetez-vous ce médicament pour le cœur dont vous m'avez parlé, et quelques fruits. N'oubliez pas les fruits. Carole, ma chère, vous n'êtes pas obligée. Si Ar la prend, il me tuera, chuchota-t-il. » Mais ses doigts serrèrent fermement l'enveloppe. Les yeux du vieil homme s'embuèrent. « Vous êtes une sainte. Il ne vous mérite pas. Oh, il ne vous mérite pas. Que dites-vous là ? » Carole se recula, embarrassée, sentant une rougeur monter à ses joues. La gratitude la mettait mal à l'aise. Elle ne se considérait pas comme une sainte. Elle se souvenait simplement comment Walter l'avait récupérée à l'hôpital quand leur fille était née alors qu'Ar était trop occupé en réunion. Comment il avait bercé la poussette d'Ashley pendant que Carole courait à la pharmacie. « Rentrez chez vous, Walter, et prenez soin de vous. » Elle lui tapota l'épaule et s'éloigna rapidement vers sa maison. À la maison, il faisait chaud, mais l'atmosphère était lourde. Dans la cuisine, la télévision était allumée. Ar était assis à la table, absorbé par son téléphone. Devant lui se trouvait une assiette de dîner froid qu'il n'avait même pas touchée. Ar était un bel homme. Même maintenant à 41 ans, avec un début de brioche et des cheveux clairsemés, il conservait cet air soigné de cadre moyen qui avait autrefois séduit Carole. Mais aujourd'hui, quelque chose en lui était différent.
Il tressaillit quand la porte d'entrée claqua et tourna rapidement l'écran de son téléphone vers le bas. « Tu es de retour ?» demanda-t-il sans la regarder. Le dîner a l'air délicieux. Merci. Je n'ai juste pas faim. Carole enleva son manteau, ressentant la lassitude habituelle dans ses jambes. Tu as l'air un peu pâle, Har. S'est-il passé quelque chose au travail? Non, répondit-il trop brusquement. Puis il se reprit et força un sourire. Le sourire était de travers, un peu coupable. Non, tout va bien. Juste fatigué. Et, Carole. Demain, je dois aller à Oak Ridge. Il y a un séminaire de développement régional obligatoire. Oak Ridge était une petite ville à environ 40 km de là. Har voyageait souvent pour le travail, mais il s'en plaignait d'ordinaire. Aujourd'hui, cependant, il semblait nerveux. D'accord, Carole alluma la bouilloire électrique. Tu veux que je repasse une chemise pour toi? Je vais le faire. Il bondit. À ce moment-là, son téléphone vibra silencieusement sur la table. Il s'en saisit comme s'il s'agissait d'une grenade. Je la repasserai moi-même. Et tu sais quoi? Je t'emmènerai au travail demain. Je dois partir tôt de toute façon. Carole se figea, tasse à la main. Har ne l'avait pas emmené au travail depuis au moins 2 ans, affirmant que ce n'était pas sur son chemin et que la circulation était mauvaise. Tu veux me conduire? Demanda-t-elle à nouveau. Ouais, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Nous sommes une famille, non? Il s'approcha et lui donna un baiser maladroit sur la joue. Ses lèvres étaient sèches et sa chemise sentait un parfum de femme fort et inconnu. Quelqu'un a dû fumer près de lui au bureau, pensa-t-elle. Ou. Carole chassa cette pensée. Elle avait l'habitude de faire confiance. La confiance était le fondement de son mariage, même quand la passion s'était éteinte depuis longtemps. Merci, dit-elle doucement. Ce serait génial. Mes jambes me font vraiment mal. Plus tard dans la nuit, quand Har alla à la salle de bain, emportant son téléphone avec lui, Carole se rendit compte qu'elle avait oublié d'acheter du lait pour Ashley. Sa fille, une fille brillante, était dans sa chambre en train d'étudier pour ses examens, et Carole ne voulait pas la déranger. Elle enfila son manteau par-dessus son peignoir et se précipita vers la petite épicerie ouverte 24h24 près de chez eux. La rue l'accueillit avec un vent humide. Le lampadaire au-dessus de l'entrée vacillait, projetant des ombres tremblantes sur le trottoir. Carole acheta une brique de lait et une miche de pain et sortait tout juste sur le trottoir quand une silhouette se détacha de l'obscurité au coin du bâtiment. Elle étouffa un cri, serrant les courses contre sa poitrine. C'était Walter, mais il avait l'air différent de ce qu'il était une heure plus tôt dans le parc. Son visage était cendré. Ses lèvres tremblaient pas de froid, mais de peur. Il respirait lourdement, comme s'il avait couru tout le trajet. « Walter, que faites-vous ici ?» Il s'approcha et la saisit par la manche de son manteau. Sa prise était ferme, désespérée. « Carole, écoutez-moi, » chuchota-t-il, jetant un coup d'œil vers les fenêtres éclairées de son appartement. « Demain, ne montez pas dans sa voiture. Vous m'entendez? Ne montez pas. » Quoi? Pourquoi? Carole recula, effrayée. Il s'est proposé. Il s'est proposé pour pouvoir vous contrôler, pour savoir exactement où vous êtes. Walter déglutit péniblement. Sa pomme d'Adam fit un mouvement convulsif. N'osez pas partir avec lui. Demain matin à 7h15, un bus public part pour Oak Ridge. Le même que prennent les gens ordinaires. Pourquoi irais-je à Oak Ridge? Je dois aller au travail. Au diable le travail! La voix du vieil homme se brisa en un croassement. C'est une question de vie ou de mort, Carole. La vie que vous pauvres folles pensez être la vôtre. Carole resta figée. Le froid s'infiltrait sous son manteau, saisissant son cœur. Elle n'avait jamais vu le gentil et tranquille Walter dans cet état. La terreur flottait dans ses yeux. Montez dans ce bus, répéta-t-il, lâchant sa manche et reculant dans l'ombre. Asseyez-vous et regardez. Tu comprendras tout quand tu verras qui est dans ce bus. Il disparut dans l'obscurité aussi vite qu'il était apparu, laissant Carole seule sous le lampadaire vacillant. Dans ses mains se trouvait la brique de lait, et dans sa tête un vide sonnant et terrifiant. À sa fenêtre, la silhouette d'Ar apparut. Il était à nouveau au téléphone avec quelqu'un. Carole regarda la fenêtre, puis la rue déserte où le vieil homme avait disparu. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle sentit le sol familier,
fermessure commençait à s'effriter sous ses pieds. Le matin, Carole a menti. C'était le premier mensonge en 20 ans de mariage, et il est venu avec une aisance inattendue, comme si sa langue trouvait les mots toute seule. Ashley ne se sent pas bien. Elle a un terrible mal de ventre. Je vais rester à la maison pour l'instant. J'appellerai le médecin, puis je me débrouillerai pour y aller. Ah, déjà dans le couloir, clé à la main, ne jeta même pas un regard vers la chambre de leur fille. Il se contenta de hocher la tête, envoya un baiser dans l'air près de l'oreille de Carole, et sortit, marmonnant quelque chose à propos de son retard. Carole attendit que le bruit du moteur s'estompe, et alors seulement elle mit son manteau. Ses mains tremblaient tellement qu'elle ne parvint pas à passer son bras dans la manche du premier coup. La gare routière l'accueillit avec une odeur de gaz d'échappement et de beignets frits. Le bus pour Oak Ridge, un vieux véhicule brinque-ballant, était déjà sur le quai, crachotant de la fumée. Carole monta, essayant de ne pas lever les yeux, et s'assit tout au fond près de la fenêtre. Elle avait l'impression que tout le monde savait pourquoi elle était là, comme si c'était écrit sur son front, épouse espionnant son mari. Le bus était à moitié vide, quelques retraités avec des paniers de course, un étudiant avec des écouteurs, et une femme avec une petite fille d'environ 7 ans assise 2 rangs devant. Le bus s'élança vers l'avant, oscillant lourdement sur les nids de poules. Carole fixait par la fenêtre les immeubles gris qui défilaient, mais elle ne les voyait pas. Les mots de Walter résonnaient dans sa tête, « Allez, regardez ». La petite fille devant commença à s'agiter, s'agenouilla sur son siège et regarda directement derrière elle vers Carole. Carole se figea. Son cœur rata un battement, puis un autre, et commença à cogner dans sa gorge, rendant sa respiration difficile. La fille avait les yeux d'Art la même forme en amande, le même coin externe légèrement tombant qui donnait à son regard une tristesse éternelle et touchante, et un menton avec une minuscule fossette que Carole avait embrassée tant de fois chez son mari. La fille la regardait avec une curiosité enfantine, entortillant une mèche de cheveux blonds autour de son doigt, exactement comme le faisait Art quand il était nerveux ou qu'il réfléchissait. Mais ce n'était pas le visage qui retenait le regard de Carole. Au cou de la petite, par-dessus sa veste rose, pendait un médaillon en argent antique en forme de coquillage ovale. Carole se souvenait de ce médaillon. Elle l'avait trouvé dans la poche de la veste d'Art il y a environ 6 mois. « C'est un cadeau pour l'anniversaire de ma mère » avait-il dit alors, rangeant rapidement le bijou. « Je l'ai apporté pour le faire réparer. » Le fermoir était cassé. Et puis, plus tard, ils l'ont perdu au magasin. Tu te rends compte? J'ai fait un scandale. Mais à quoi bon? Carole l'avait réconforté à l'époque, disant que c'était l'intention qui comptait. Maintenant, ce médaillon perdu brillait au cou d'une petite fille inconnue ayant les yeux de son mari. Carole serra la barre du siège devant elle si fort que ses articulations devinrent blanches. L'air dans le bus devint insupportablement rare. Elle voulait hurler, arrêter le bus, s'enfuir, mais elle restait là, paralysée par l'horreur de la découverte. Lily, assieds-tu correctement, réprimanda la femme à côté d'elle. Elle était jeune, jolie, avec une coupe de cheveux élégante. Victoria. Le nom fit surface dans sa mémoire tout seul. Sorti de nulle part, elle ne connaissait pas son nom, mais pour une raison quelconque, il allait bien à cette femme soignée dans un manteau à la mode. Le bus entra dans Oak Ridge. La femme et la fille se levèrent et se dirigèrent vers la sortie. Carole, comme dans un rêve, se leva après elle. Ses jambes semblaient être faites de coton, pas les siennes. Elles descendirent à un arrêt dans un quartier de belles maisons. Carole gardait ses distances, se cachant derrière les quelques passants et les lampadaires. Elle se sentait comme une voleuse, une criminelle traquant le bonheur de quelqu'un d'autre, mais il ne restait rien à voler. Son propre bonheur tombait en poussière à chaque pas. La femme et la fille tournèrent dans une rue latérale bordée de maisons en briques soignées. Stationnée à côté de l'une d'elles, avec une clôture verte et un jardin de devant bien entretenu, se trouvait une voiture familière, la berline argentée d'Art. Carole s'arrêta au coin de la maison suivante, pressant son dos contre le mur de briques froid. Elle jeta un coup d'œil juste assez pour voir la porte d'entrée. Le portail s'ouvrit. Art sortit sur le perron. Il portait un pull décontracté le même avec les rênes que Carole lui avait offert à la fête de l'Action de grâce dernière, et que, selon lui, il avait oublié dans un casier au travail. Dans ses mains, il tenait une grande tasse de thé fumant. « Papa! Papa est là !» cria la petite fille en laissant tomber son sac à dos et en courant vers lui. Art posa la tasse sur la rampe, ouvrit ses bras et rattrapa la fille. Il la souleva dans les airs, la faisant tournoyer en riant.
Carole ne l'avait pas entendu rire ainsi depuis des années, un rire sincère, fort, jeune. Ma princesse, comment s'est passé le voyage? Il embrassa le sommet de la tête de la fille, puis la reposa et se dirigea vers la femme. Il passa son bras autour de sa taille avec un geste possessif et familier. La femme lui dit quelque chose en souriant et ajusta le col de son pull. Ar se pencha et l'embrassa. Pas sur la joue, comme il avait embrassé Carole ce matin-là, mais sur les lèvres longuement et tendrement. Carole glissa le long du mur. Ses jambes refusaient de la porter. Elle s'assit à même l'asphalte humide et sale, ne se souciant pas de son manteau. Ce n'était pas une liaison, pas une aventure passagère lors d'un voyage d'affaires. C'était une vie. Une autre vie. Une vie réelle, pleine, où Ar était heureux et à l'aise. Une vie où il était le père d'une petite fille ayant ses yeux. Une vie où il n'y avait pas de place pour Carole. Et à en juger par l'âge de la fille, il n'y en avait plus depuis environ 7 ans. Quelque chose à l'intérieur de sa poitrine se brisa comme une corde tendue qu'il avait maintenue entière toutes ces années. Carole couvrit sa bouche de sa main pour ne pas sangloter à haute voix. Ses épaules tremblaient de pleurs silencieux. Des larmes coulaient sur ses joues, chaudes, salées, tachant son mascara et tombant sur le col gris de son manteau. Elle était assise par terre, une petite femme brisée regardant la scène idyllique derrière la clôture verte à travers un voile de larmes. Elle se souvint comment elle avait économisé sur les courses pour acheter de bonnes chaussures à Ar, comment elle avait raccommodé ses chaussettes, comment elle avait cru chaque mot sur les réunions et les voyages d'affaires. Comme elle avait été stupide. Comme elle avait été aveugle. Comme elle était pathétique. Ar ramassa le sac à dos de la fille par terre, passa son autre bras autour de sa femme, et tous les trois entrèrent dans la maison. La porte se ferma, excluant Carole de leur chaleur. Elle resta seule dans une ville étrangère sur l'asphalte sale avec un trou dans la poitrine de la taille de cette maison. Elle essayait de respirer, mais l'air se coinçait dans sa gorge comme un nœud épineux. Elle se recroquevilla, serrant ses genoux, enfouissant son visage dans la laine humide de son manteau. Enfin, elle se laissa pleurer tout haut, doucement, gémissant comme un chien battu qu'on avait jeté dehors dans le froid. Carole ne se releva pas tout de suite. D'abord, elle prit appui avec une paume contre la brique rugueuse. Puis, lentement, comme une vieille femme, elle redressa son dos. Ses genoux étaient mouillés et sales, mais cela n'avait pas d'importance. Elle brossa son manteau d'un geste mécanique et dénué de sens et s'éloigna de la maison à la clôture verte. Le voyage de retour fut un flou. Elle ne se souvenait pas être montée dans le bus, comment elle était revenue dans sa ville, ni comment elle avait ouvert la porte de son appartement. Elle s'assit simplement dans la cuisine en fixant la bouilloire froide et attendit. Ar revint 3 heures plus tard. Il entra en sifflant. Il jeta ses clés sur la table d'entrée, elle-même son qui avait toujours signifié son retour à la maison. « Carole, je suis là » appela Théil depuis l'entrée. « Devine quoi? Le séminaire a fini tôt. J'ai acheté un gâteau. » Il s'arrêta net en entrant dans la cuisine. Carole était assise à la table, immobile. Elle ne tourna même pas la tête. Son manteau était encore en boule sur une chaise voisine, taché de boue à l'ourlet. « Carole, qu'est-ce qui t'arrive » Une note d'inquiétude se glissa dans sa voix. « Il est arrivé quelque chose à Ashley » Carole leva lentement les yeux vers lui. Il n'y avait pas de larmes, juste une fatigue infinie et sèche. « Je l'ai vue, Ar. Elle est la petite, Lily. » Le silence qui s'abattit sur la cuisine était épais, vibrant. Ar devint instantanément pâle. La boîte de gâteau glissa de ses mains et tomba sur le sol avec un bruit sourd, mais il ne tressaillit même pas. Tu étais à Oak Ridge, chuchota Théil. Elle a tes yeux, dit Carole d'une voix plate et sans vie. Et ton médaillon. Celui que tu avais perdu. Ar s'effondra sur la chaise en face d'elle. Toute son assurance, tout le vernis du cadre prospère s'évanouit comme une coquille. Il se couvrit le visage de ses mains. Carole, pardonne-moi. Je ne voulais pas ça. Je ne savais pas comment te le dire. Il commença à pleurer pas comme un homme pleure de chagrin, mais en sanglotant pathétiquement, étalant des larmes sur son visage. C'était un accident, vraiment, il y a 7 ans. Gégé ne voulait blesser personne. Je t'aime, Carole, mais je ne pouvais pas les abandonner. Lily n'est qu'une enfant. Carole le regarda et ne ressentit rien. Pas de pitié, pas de colère, juste du dégoût. Elle regarda cet homme avec qui elle avait partagé un lit, une table et une vie, et elle vit un lâche.
Tu ne voulais blesser personne, demanda-t-elle calmement. Tu me mens depuis 7 ans. Chaque jour. Chaque minute. À ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit. Le bruit était autoritaire, assuré. Trudy, la mère d'Art, entra dans le couloir. Elle avait toujours eu ses propres clés et entrait sans frapper. Qu'est-ce qui se passe ici? Sa voix coupa l'air comme un couteau. Elle scruta son fils en larmes, le gâteau écrasé sur le sol et Carole immobile. Art, arrête de pleurnicher. Lève-toi. Art renifla mais se redressa docilement, essuyant son visage sur sa manche. Trudy retira lentement ses gants, les posa soigneusement sur la table et se tourna vers sa belle-fille. Il n'y avait aucune trace de compassion dans son regard, seulement un calcul froid. Alors, tu as découvert, déclara-t-elle calmement, comme si elle discutait d'une tasse cassée. Eh bien, il était temps. C'était stupide de le cacher éternellement. Vous saviez? Carole ne posait pas une question, elle énonçait un fait. Bien sûr que je savais, renifla Trudy. Qui penses-tu a aidé à acheter cette maison? Avec son salaire? Ne me fais pas rire. Elle se dirigea vers la table, tira une chaise et s'assit, redressant majestueusement son dos. Écoute-moi, Carole. Tu es une bonne ménagère, une épouse fidèle. Mais tu n'as pas pu donner à mon fils la chose la plus importante, un héritier. Carole sentit le sang quitter son visage. Nous avons une fille, Ashley. Une fille, c'est merveilleux, répondit Trudy avec un geste de la main dédaigneux. Mais un homme a besoin d'un fils, quelqu'un pour porter le nom de famille. Après Ashley, tu ne pouvais plus en avoir. Et Victoria? Victoria est jeune, en bonne santé. Elle lui a déjà donné une fille et elle lui en donnera d'autres. Peut-être un garçon. Vous les avez présentés. Carole n'en croyait pas ses oreilles. J'ai aidé mon fils à obtenir ce dont il avait besoin, la belle-mère la coupa net. Et si tu avais été plus intelligente, tu l'aurais compris toi-même. Tu voyais comme il souffrait, comme il voulait plus d'enfants. Mais tu te taisais. Tu t'es enterré dans ton travail, dans ton jardin. Tu as cessé d'être sa femme, Carole. Tu es devenue une colocataire commode. Les mots de Trudy frappèrent là où ça faisait le plus mal. Carole se souvint des nuits où Art essayait de parler d'un deuxième enfant et où elle, épuisée après son service, les conduisait. Il n'y a pas d'argent, Art. Comment ferions-nous? On arrive à peine à élever Ashley. Elle se souvint comment elle avait arrêté de se maquiller pour lui, comment elle avait cessé de lui demander de quoi il rêvait. Elle pensait protéger la famille, économiser ses forces et son argent. Mais il s'est avéré qu'elle avait elle-même ouvert la porte à une autre femme. Je ne justifie pas Art, continua Trudy, voyant sa belle-fille s'effondrer. Mais tu n'es pas une sainte non plus. Maintenant, la partie importante. Tu ne peux pas divorcer. Art a une carrière. Les élections approchent. Un scandale n'est bon ni pour lui ni pour toi, d'ailleurs. Où irais-tu? Dans un appartement en colocation avec ton salaire d'employé de magasin. Carole restait silencieuse. Tout restera tel quel, décréta Trudy. Art vivra ici et rendra visite à Victoria, disons, les week-ends. Tu garderas les apparences, ton statut de femme mariée, l'appartement. Ashley finira l'école tranquillement. Tout le monde est content. Et si je ne suis pas d'accord? La voix de Carole trembla. Et qui va te demander ton avis? Trudy eut un rictus. Toute la ville sait qui est Art Miller. Et toi, qui es-tu? Pense à ta fille. Veux-tu qu'on la pointe du doigt la fille de la femme qui a été quittée pour quelqu'un de plus jeune? Ce soir-là, Carole appela Hélène, son amie de toujours. Elle avait besoin d'entendre au moins une voix de soutien. Juste une. Oh, c'est horrible. Ma pauvre, dit Hélène après que Carole lui eut raconté qu'Art avait une autre famille à Oak Ridge. Il y eut un silence sur la ligne un peu trop long. Tu savais? Demanda Carole, sentant le froid saisir à nouveau son cœur. Carole. Eh bien, il y avait des rumeurs. La voix d'Hélène semblait coupable mais distante. C'est une petite ville. Quelqu'un a vu sa voiture là-bas. Mais je me suis dit, pourquoi aurais-tu besoin de savoir? Tu étais heureuse. Heureuse en apparence, reformula Carole. Eh bien, tu vivais paisiblement, Carole. Ne prends pas de décision hâtive. Les hommes sont tous comme ça.
Mais il subvient à tes besoins. Il ne te frappe pas, Trudy a probablement raison. Où irais-tu seul maintenant? Carole raccrocha. Le téléphone semblait peser une tonne. Elle sortit sur le balcon. La ville nocturne scintillait de lumière. Quelque part dans l'obscurité dormaient des gens qui savaient tout, les employés des magasins voisins, les collègues d'art, même ses amis. Ils la regardaient tous et voyaient une idiote qui ne remarquait rien. Tu es devenue une colocataire commode. Les mots de sa belle-mère brûlaient comme un fer rouge. Carole regarda ses mains, serrant la rampe du balcon. Oui, elle était à blâmer pour s'être laissée devenir commode, pour avoir fermé les yeux sur sa froideur, ses absences, l'argent qui disparaissait. Elle avait peur du conflit, peur de perdre ce monde fragile, et avec sa propre peur, elle l'avait détruit. Mais maintenant, il n'y avait plus de peur. Il n'y avait que le vide et la clarté. Elle retourna dans la pièce. Art dormait sur le canapé du salon, couvert d'une couverture. Même dans son sommeil, il avait l'air pathétique, les jambes recroquevillées. Carole alla dans la chambre, ouvrit le placard et sortit un vieux sac de sport. Elle ne savait pas où elle irait. Elle ne savait pas de quoi elle vivrait. Mais elle savait une chose avec certitude, elle ne serait plus commode, et elle ne vivrait plus dans le mensonge pour le statut et la tranquillité d'esprit de Trudy. Elle commença à emballer ses affaires lentement et soigneusement. Des t-shirts, des sous-vêtements, de vieux jeans. Chaque article qui entrait dans le sac était comme une brique dans les fondations d'une vie nouvelle, inconnue et terrifiante. Le matin, elle ne préparerait pas le petit déjeuner. Le matin, elle ferait le premier pas. Le matin, Carole ne partit pas. Le sac de sport resta dans le coin de la chambre, un reproche silencieux à son indécision. Ashley se réveilla avec de la fièvre, pâle et toussant, et l'instinct maternel l'emporta sur sa fierté. Carole resta, fit un bouillon de poulet, lui donna des médicaments, et chaque fois qu'elle passait par le salon où un art abattu était assis, elle sentait ses entrailles se serrer en un nœud glacé. Vers midi, son téléphone vibra avec un message. Numéro inconnu, le parc, même banc, dans 1 heure. C'est important. Carole savait de qui il s'agissait. Elle quitta la maison, disant à sa fille qu'elle allait à la pharmacie. Ses pieds la portèrent d'eux-mêmes vers le sycomore familier. Walter attendait déjà. Cette fois, il ne se cachait pas dans l'ombre, mais était assis bien droit, les mains sur le pommeau de sa canne. Sur le banc à côté de lui se trouvait un vieux carnet de bord usé avec une couverture en simili-cuir, le genre qu'on donnait aux chauffeurs dans les entreprises de transport il y a 20 ans. Walter. Carole s'approcha et s'assit à côté de lui sans le regarder. Elle avait honte qu'il l'ait prévenu et qu'elle ne l'ait pas cru, honte qu'il ait été témoin de son déshonneur. « Vous avez vu » demanda-t-il d'une voix basse. « J'ai vu. » « Bien. » Le vieil homme hocha la tête comme s'il tamponnait un document. « Alors vous êtes prête à écouter maintenant. » Il poussa le carnet vers elle. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ma conscience, Carole. » Carole ouvrit la première page. L'écriture de Walter était large, anguleuse, d'un trait ferme. Date, heure, kilométrage, adresse. 12 mars, Oak Ridge, 14 Main Street. Attendu 3 heures. Magasin de jouets, Fimo Fura. 5 avril, Banque Centrale, retrait d'espèces. Oak Ridge, 14 Main Street, livraison de colis. 20 mai, clinique pédiatrique Elsie Keys, Oak Ridge. Payé pour consultation. Les pages bruissaient sous ses doigts comme des feuilles sèches. Année après année, 5 ans de registre méticuleux. Il ne se contentait pas de faire des trajets, Carole, commença Walter, fixant droit devant lui. J'ai tout vu. J'étais son alibi. Walter, dis juste qu'on était sur le chantier. Walter, passe chez le fleuriste et achète un bouquet. Dis que c'est de ma part pendant que je passe un appel. Je me suis tu parce que j'avais besoin du travail. Ma pension est petite. Ma femme est malade. Je vendais ma conscience pour un salaire. Carole restait silencieuse, tournant les pages. Et puis il y a 1 an, la voix du vieil homme trembla, on revenait d'Oak Ridge. Il était joyeux, extatique. Sa fille Lily avait dit son premier mot ou quelque chose comme ça. Et j'ai eu le culot de dire, Monsieur Miller, mais Ashley a son audition à l'école de musique aujourd'hui. Vous aviez promis d'y aller. Walter sourit amèrement. Il m'a regardé comme si j'étais de la vermine. Toi, contente-toi de conduire, le vieux, et ne fourre pas ton nez là où il ne faut pas, m'a-t-il dit.
Carole est une femme forte. Elle se débrouillera. Victoria a besoin d'aide. Elle est toute seule. Et le lendemain, il m'a renvoyé. A dit que j'étais peu fiable. Carole s'arrêta à une entrée datée d'il y a 6 mois. Banque centrale. Retrait du compte d'études, 1500 $. Virement pour réparation de toiture à Oak Ridge. Le compte d'études. Le sang de Carole se glaça. C'était leur épargne intouchable, l'argent qu'il mettait de côté depuis la naissance d'Ashley pour l'université, pour des tuteurs, pour son avenir. Chaque centime là-dedans était arrosé de sa sueur, du fait qu'elle avait renoncé à un nouveau manteau, à des vacances, à une vie normale. Elle feuilleta les pages frénétiquement. Retrait du compte d'études, 500 $. Achat de meubles pour chambre d'enfant. Retrait du compte d'études, 2000 $. Il a vidé le compte, la voix de Carole se brisa dans un murmure. Presque complètement, confirma Walter. Je l'ai conduit à la banque à chaque fois. Il disait qu'il investissait, que l'argent devait travailler. Et oh, il a travaillé. Pour une réparation de toit à Oak Ridge et une garderie privée pour Lily. Carole ferma le carnet. Ses mains étaient agitées d'un tremblement fin et désagréable. C'était pire que l'infidélité. L'infidélité pouvait s'expliquer par la passion, une erreur, une faiblesse. Mais ça qu'était du vol. Il ne la volait pas elle, il volait sa propre fille. Ashley, qui rêvait d'étudier l'architecture, qui passait ses nuits à dessiner des plans, qui croyait que son père était fier d'elle et qu'il l'aiderait. Art n'avait pas seulement trahi sa famille. Il avait méthodiquement et froidement, dollar après dollar, détruit l'avenir de sa première fille pour construire un nid douillet à sa seconde. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu plus tôt, a demandé Carole sans lever les yeux. J'avais peur, a répondu honnêtement Walter. Peur de lui? Peur que tu ne me crois pas. Que tu dises que le vieil homme est sénile, qu'il cherche à se venger d'avoir été licencié. Tu l'aimais, Carole. Tu priais pour lui. Il a posé sa main sèche et rugueuse sur la sienne. Mais maintenant je vois que tu n'as plus rien à perdre. Prends ce registre. Ce n'est pas seulement du papier, c'est une preuve. S'il commence à jouer à des jeux, s'il dit qu'il n'y a pas d'argent, montre-lui ça. Fais-lui savoir que sa comptabilité secrète n'est pas si secrète. Carole a serré le registre. Il lui brûlait les doigts. Merci, Walter. Ne me remercie pas, ma chère. Le vieil homme a soupiré profondément et s'est levé, s'appuyant sur sa canne. Je suis un complice, moi aussi. Je l'ai conduit. Je suis resté silencieux. Pardonne-moi si tu peux. Il s'est éloigné sur le chemin, plus courbé que d'habitude, une petite silhouette dans un vieux manteau portant le poids des péchés des autres sur ses épaules. Carole est restée sur le banc. Le vent feuilletait le registre, révélant de plus en plus de dates. Achat d'un manteau, 1000 $. Paiement pour un séjour en station thermale pour maman. Trudy, 800 $. Carole se souvenait comment Art lui avait dit l'hiver dernier, Carole, c'est la crise. Ils ont coupé mon bonus cette année. Pas de cadeau. D'accord? L'important est que nous soyons ensemble. Elle avait accepté. Elle avait eu pitié de lui. Elle avait préparé un dîner de fête avec ce qu'elle avait, et pendant tout ce temps, il achetait un manteau à une autre femme avec l'argent de sa fille. Quelque chose à l'intérieur de Carole s'est complètement consumé, la pitié, les doutes, la peur. Tout a disparu, dévoré par une flamme de rage chauffée à blanc, une rage silencieuse, froide, calculatrice. Elle s'est levée. Ses mouvements sont devenus précis, nets. Elle a mis le registre dans son sac à main. Elle l'a fermé d'un coup sec, comme un coup de feu. Elle ne pleurait plus, elle n'avait plus de larmes. Tout ce qui restait était le désir de reprendre ce qui appartenait à sa fille. Carole a marché vers la maison. Elle savait maintenant ce qu'elle dirait à Art. Et cette fois, il ne s'en sortirait pas avec des larmes et des excuses pathétiques. Maintenant, elle avait une arme entre les mains, et elle avait l'intention de s'en servir. Carole est entrée dans l'appartement et a jeté le registre sur la table juste devant Art. Le bruit sourd a résonné comme le marteau d'un juge. Art, qui était assis avec la télécommande, a sursauté. Il a ramassé le carnet, l'a ouvert à une page au hasard, et son visage est instantanément devenu livide. Il a feuilleté les pages, et à chaque fois, il semblait se ratatiner, devenant plus petit, plus insignifiant. Où as-tu eu ça? A-t-il croassé,
sans lever les yeux. Cela n'a pas d'importance, la voix de Carole était dure comme l'acier. Ce qui importe, c'est ce qui y est écrit. Tu as volé de l'argent à Ashley, à ta propre fille. Ara bondit sur ses pieds et a commencé à faire les 100 pas dans la pièce, se tenant la tête. Carole, je vais tout rendre. Je jure que c'était temporaire. J'avais juste des dettes. Des dettes pour un manteau? Pour la réparation d'un toit à Oak Ridge? Carole ne criait pas. Son calme l'effrayait plus qu'une crise de nerfs ne l'aurait fait. Tu rendras tout jusqu'au dernier centime. Bien sûr. Je vais vendre la voiture. Il lui a saisi les mains, la regardant dans les yeux avec une dévotion de chien. Je vais la mettre en vente demain. Je vais contracter un emprunt. Je vais tout arranger. Carole, chérie, tu m'entends? Ne me quitte pas. Ne le dis pas à Ashley. Ne me ruine pas, la peur flottait dans ses yeux, une peur primaire, animale. La peur de perdre sa vie confortable. La peur du scandale. La peur de ce que les gens diraient. Carole a vu cette peur et l'a confondue avec du remords. Elle a sorti une feuille de papier et un stylo. Écris. Écris quoi? Une reconnaissance de dette où tu t'engages à rembourser la totalité de la somme que tu as retirée du compte d'ici un mois et que tu cesseras complètement tout contact avec cette famille. Ara écrit vite, maladroitement, avec des lettres déformées. Sa main tremblait. Quand il a fini et lui a tendu le papier, Carole a vu qu'il pleurait encore. Je suis un idiot, Carole. Je suis un idiot. J'ai failli tout perdre. Merci de me donner une chance. La semaine suivante s'est déroulée comme un rêve étrange et doux. Ara a vraiment changé. Il rentrait à la maison à 18h pile. Il apportait des courses, des choses chères et délicieuses qu'il ne pouvait s'offrir que pour les vacances d'habitude. Il a réparé lui-même le robinet qui fuyait dans la salle de bain depuis 6 mois. Le soir, il s'asseyait avec Ashley, l'aidant pour ses devoirs. Carole, en passant devant la chambre de sa fille, entendait leur voix. Papa, regarde. Cette projection est fausse. Tu as raison, Ash. Bien vu. Tu es si observatrice. Redessinons-la. Ashley rayonnait. Elle ne connaissait pas la vérité, elle voyait seulement que papa était soudain devenu attentif et attentionné. Et Carole, regardant sa fille heureuse, sentait le nœud de glace dans sa poitrine commencer à fondre. Peut-être que les gens changent. Peut-être que la peur de perdre sa famille l'avait vraiment ramené à la raison. Même Trudy a troqué sa colère contre de la gentillesse. Samedi, elle a invité Carole pour le thé. Entre, Carole, ma chère. Assieds-toi. La belle-mère a versé le thé dans sa plus belle porcelaine. Sur la table se trouvaient des pâtisseries d'une pâtisserie fine. J'ai pensé que nous avions peut-être été trop hâtifs. Nous sommes tous humains. Nous faisons tous des erreurs. Elle a poussé un bol de confiture vers Carole. Arma tout dit sur la voiture, l'argent. Il est prêt à tout pour sauver la famille. Et tu sais quoi? Je le soutiens. La famille est la chose la plus importante. Et ces erreurs de jeunesse, eh bien, ça arrive. L'essentiel est qu'il ait fait un choix, et il t'a choisi toi. Carole a bu son thé, écoutant la voix posée de sa belle-mère, et a senti la tension qu'il habitait ces derniers jours se relâcher. Elle voulait y croire. Dieu, comme elle voulait croire que le cauchemar était fini. Tu le penses vraiment, Trudy? Bien sûr, ma chère. Tu es une femme sage. Tu as su pardonner. Cela vaut beaucoup. Maintenant, nous allons tout arranger. Nous vivrons mieux qu'avant. Ce soir-là, ils ont dîné tous les trois ensemble. Ar plaisantait et racontait des histoires de travail. Ashley riait, et son rire remplissait l'appartement d'une chaleur vivante. Carole a regardé son mari. Il semblait fatigué mais calme. Il avait vraiment mis la voiture en vente, elle avait vu l'annonce en ligne. Il avait cessé de cacher son téléphone, le laissant sur le canapé, écran vers le haut. Il semblait que la tempête était passée. Avant de se coucher, Ar l'a serré dans ses bras. Merci, a-t-il chuchoté à son oreille. Je ne te décevrai plus jamais. Carole a fermé les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'est endormie sans pensée lourde. Elle pensait au fait que demain était dimanche, qu'ils iraient se promener au parc, qu'Ashley commencerait bientôt l'université et que l'argent pour ses études serait là. Cette vie, bien que fissurée,
avait été recollée. Elle se sentait comme un vainqueur. Elle avait reconquis son mari, l'avenir de sa fille. Elle avait sauvé sa maison. Ce dimanche matin, le soleil brillait d'un éclat particulier, inondant la cuisine d'une lumière dorée. Carole préparait des crêpes en fredonnant un air. Har dormait encore. Ashley était partie courir. Carole ressentait une légèreté étonnante, comme si elle avait retiré un sac à dos lourd qu'elle portait en montée depuis des années. Elle croyait que le pire était passé. Elle croyait que l'amour et la patience pouvaient tout arranger. Elle ne savait pas que ce n'était que le calme avant la véritable tempête. Elle ne savait pas que sa victoire était un château de cartes qui s'effondrerait d'un seul coup de vent fortuit. Elle faisait simplement des crêpes et souriait au soleil, profitant de cette paix fragile et trompeuse. Les crêpes refroidissaient sur la table, et le stylo, entre toutes choses, est tombé en panne d'encre au moment le plus inopportun. Carole voulait faire une liste de courses. Elle s'est souvenue avoir vu un stylo de rechange dans la mallette d'Har, qu'il avait laissé dans le couloir. Elle a ouvert le rabat de cuir usé, a fouillé dans la poche latérale, et ses doigts ont effleuré un carré de papier lisse et brillant. Elle l'a sorti mécaniquement, pensant que c'était une carte de visite ou un reçu. C'était une échographie, une image granuleuse en noir et blanc, une minuscule tache de vie au centre d'un cercle sombre. En bas, il y avait une date, le 22 mai. Il y a 2 jours, le jour où Har était resté tard au travail pour préparer les documents pour la vente de la voiture. Carole se tenait dans le couloir, serrant l'image dans sa main. Les crêpes dans la cuisine sentaient la vanille et la maison, mais soudain, cette odeur est devenue nauséabonde. Elle a retourné la photo. Au dos, avec l'écriture familière et étalée d'Har, était écrit « Mon fils, mon héritier, je t'attends ». À ce moment-là, dans la poche du manteau d'Har accroché au porte-manteau, un téléphone a sonné. Pas son téléphone principal, mais le second qu'il était censé avoir jeté dans la rivière en signe de réconciliation. Carole a lentement sorti l'appareil. Le nom « Maman » brillait sur l'écran. Elle a appuyé sur le bouton de réponse mais n'a pas porté le téléphone à son oreille. Elle est restée là à écouter. Le volume était fort, et la voix de Trudy, aiguë et confiante, était clairement audible. « Artie, pourquoi ne réponds-tu pas ?» Victoria a appelé. Elle pleure. Les hormones la rendent folle. Tu devrais l'appeler. Calme-la. Dis-lui que tout se passe comme prévu. Carole est restée silencieuse. Allô? Ah? La voix de sa belle-mère est devenue irritée. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es occupé avec ta gouvernante? Sois patient, mon fils. Ce ne sera plus long maintenant. Dès que Victoria aura accouché de mon petit-fils, nous mettrons le terrain à ton nom et nous mettrons Carole dehors. Qu'elle aille au diable. L'essentiel est de la tromper pour qu'elle signe les papiers de la maison du lac maintenant, pendant qu'elle est vulnérable. L'avocat a dit que dès que ce sera une propriété conjointe, nous la vendrons pour payer les dettes. Carole a raccroché. Le téléphone a glissé de ses doigts et est tombé sur le sol avec un fracas. Le bruit du choc a réveillé Har. Il est sorti de la chambre, somnole dans son bas de pyjama, se grattant la poitrine. Carole, qu'est-ce qui est tombé? A-t-il bâillé, plissant les yeux sous le soleil. Carole s'est lentement retournée pour lui faire face. Dans une main, elle serrait l'échographie, de l'autre, elle désignait le téléphone au sol. Har a suivi son regard, a vu le téléphone, a vu la photo, et le sommeil a disparu de ses yeux instantanément. Cette fois, il n'a pas pleuré. Il n'est pas tombé à genoux. Il l'a regardé avec les yeux d'un animal acculé qui comprend qu'il n'y a pas d'issue, c'est le moment de mordre. Tu as fouillé dans mes affaires, a-t-il dit froidement. Ce n'était pas une question. Gouvernante, a prononcé Carole. Le mot semblait étranger, piquant dans sa bouche. Pour vous, je ne suis qu'une gouvernante que vous devez supporter jusqu'à la naissance de l'héritier. Har est allé à la cuisine, s'est versé de l'eau directement de la carafe et a bu avec avidité. Et qu'est-ce que tu voulais, Carole? Il s'est tourné vers elle, son visage se tordant dans une grimace malveillante. Une femme? Et quel genre de femme es-tu? Tu t'es regardé dans le miroir? Tu es devenu une ombre, une fonction. Apporter, servir, laver. On ne peut rien te dire d'autre que le prix des pommes de terre ou les notes d'Ashley. Carole a reculé comme si elle avait été frappée. J'ai travaillé. J'ai fait des efforts pour nous. Tu as fait des efforts pour que tout soit correct, a-t-il interrompu. Pour garder la paix, pour que tout reste silencieux.
Tu as fermé les yeux sur tout tant qu'il n'y avait pas de scandale. Tu savais que j'étais malheureux. Tu le sentais au fond de toi, mais tu te taisais. C'était pratique pour toi que j'existe, que j'apporte un salaire, que tu aies un statut. Tu as créé cette prison toi-même, Carole. Et Victoria. Victoria est vivante. Elle rit. Elle me regarde comme un homme, pas comme un distributeur de billets ou un meuble. Les mots ont atteint leur cible. Carole savait qu'il y avait une part de vérité en eux, une vérité amère, terrible. Elle s'était vraiment cachée derrière la routine. Elle avait vraiment eu peur de demander « Es-tu heureux ?» parce qu'elle redoutait la réponse. « Oui », a-t-elle dit doucement. « Je suis coupable. J'ai laissé notre mariage mourir. Je suis devenue ennuyeuse et pratique. » Elle a levé la tête et l'a regardé droit dans les yeux. « Mais cela ne te donnait pas le droit de voler ta fille. Cela ne te donnait pas le droit de planifier mon expulsion comme si j'étais un déchet jetable. Tu aurais pu partir honnêtement. Me dire en face, je ne t'aime plus. Mais tu es un lâche, Har. Tu voulais une jeune femme, et ma cuisine, et l'argent d'Ashley, et l'approbation de ta mère. Le terrain. S'est-elle soudain souvenue. La maison du lac, mon héritage de grand-mère, Har a souri avec mépris. Et comment pensais-tu que j'allais payer mes dettes? Victoria est sur le point d'accoucher. Elle a besoin de confort, et ce lopin de terre vaut cher. Nous sommes toujours mariés. Selon la loi, la moitié m'appartient. C'est un héritage personnel, a chuchoté Carole. Ce n'est pas partagé. L'avocat trouvera un moyen, a-t-il dit d'un geste dédaigneux. Si tu t'étais juste tu serais arrivé au divorce tranquillement. Je t'aurais peut-être même laissé quelque chose. Mais maintenant c'est la guerre, et ma mère va faire de ta vie un enfer. Tu la connais. Tu n'as pas de relation, pas d'argent, pas de colonne vertébrale. Tu vas perdre. Carole a regardé l'homme avec qui elle avait vécu pendant 20 ans et a vu un parfait inconnu, un ennemi cynique devant elle, un ennemi qui non seulement l'avait trahi mais avait planifié sa destruction. L'illusion de la victoire s'est brisée. Les crêpes sur la table, la lumière du soleil, l'espoir, tout cela n'avait été que le décor d'une pièce de théâtre monstrueuse dans laquelle on lui avait confié le rôle de la victime sacrificielle. « Sors d'ici », a-t-elle dit. « C'est aussi ma maison », a rétorqué Har. « Je ne vais nulle part. »« Sors d'ici », a-t-elle répété plus fort. « Ou je vais sortir sur le balcon tout de suite et me mettre à hurler. Je dirai à tout le quartier, à chaque voisin, ce que tu as fait. J'appellerai ton patron. Je vais créer le scandale dont tu as si peur. Je n'ai plus rien à perdre, Har. Et toi, si. » Il l'a regardé avec méfiance. Dans ses yeux, d'habitude si doux et soumis, un feu sauvage et désespéré brûlait. Har a craché au sol, a saisi sa mallette et sa veste. Idiote hystérique. On verra sur quel ton tu chanteras quand ma mère en aura fini avec toi. La porte a claqué. Carole est restée seule dans l'appartement qui n'était plus un foyer. Elle s'est effondrée au sol dans le couloir, là même où se trouvait le téléphone. L'échographie était toujours serrée dans sa main, froissée en boule. Mon fils, mon héritier. Elle ne pleurait pas, elle n'avait plus de larmes. À l'intérieur, il n'y avait qu'un désert brûlé et une clarté froide et résonnante. Ils voulaient une guerre? Ils en auraient une. Mais elle ne se battrait pas pour un mari ou pour le passé. Elle se battrait pour la seule chose qui lui restait, sa dignité. Carole n'est pas restée dans l'appartement. Les murs se refermaient sur elle. L'air semblait empoisonné par les mensonges. Elle a pris une houe, a mis de vieux gants de jardinage et s'est rendue sur son petit lopin de terre derrière la maison, celui-là même qu'il voulait lui prendre. Elle a travaillé furieusement, frappant les mauvaises herbes comme si c'étaient les têtes de ses ennemis. La terre volait partout, tachant son visage et ses vêtements. Elle ne ressentait aucune fatigue, seulement une douleur vive et lancinante dans les tempes. Carole. Carole a sursauté et s'est retournée. À la barrière se tenait Mike, le père d'Har, un vieil homme grand et mince, les épaules perpétuellement voûtées. Toute sa vie, il avait été l'ombre de sa femme, un appendice silencieux de la volonté de faire de Trudy. Carole l'avait rarement entendu prononcer plus de quelques phrases lors des dîners de famille. « Va-t'en, Mike », a-t-elle dit, essuyant la sueur de son front avec le dos de sa main. « Je n'ai rien à dire à ta famille. » Mais il n'est pas parti. Il a ouvert la barrière et est entré prudemment, comme s'il avait peur de déranger la terre.
Dans ses yeux, d'habitude ternes et larmoyants, il y avait quelque chose de nouveau aujourd'hui, une résolution étrange et désespérée. Je ne suis pas venu comme ambassadeur, Carole. Je suis venu en tant que personne. Il s'est approché d'un vieux pommier et a posé sa main sur le tronc noueux. 40 ans, a-t-il dit doucement. Pendant 40 ans, j'ai regardé Trudy détruire les gens. Moi d'abord. Je voulais être peintre, Carole. Elle a dit, va à l'usine. Il y a de la stabilité là-bas. Et j'y suis allé. Puis elle s'est attaquée à Art, le modelant à son image, et voilà ce qu'elle a modelé. Il a regardé Carole. Il y avait tellement de douleur dans son regard que sa colère est retombée un instant. Je me suis tu quand elle a chassé ta prédécesseur, la première petite amie d'Art. Je me suis tu quand elle lui a appris à mentir. Je pensais que le temps arrangerait les choses, que l'habitude engendrerait l'affection, que c'était la famille après tout. Mike a plongé la main dans la poche de sa vieille veste en tricot et a sorti une petite clé USB noire. Ce matin, pendant que tu étais au travail, ils étaient assis dans la cuisine. Trudy, Art, et cet avocat qui est le leur, un type glissant. J'étais dans ma chambre avec la porte entr'ouverte. Il pense que le vieux est sourd, qu'il regarde juste la télé. Mais j'ai allumé l'enregistreur vocal. Il a tendu la clé USB à Carole. Sa main tremblait, non pas de faiblesse, mais de décennies de colère accumulée. Prends-la. Tout est là. Comment ils ont discuté de ton terrain? Comment Trudy a dit qu'il fallait te glisser les papiers à signer quand tu serais bouleversé à cause d'Ashley? Comment Harry a dit que tu étais une idiote crédule? Que tu signerais n'importe quoi s'il pleurait un peu? Carole a pris le plastique froid. Il lui brûlait la paume. Pourquoi fais-tu cela? Je sauve ce qui reste de mon âme, Carole. Le vieil homme a souri amèrement. Je ne veux pas mourir en sachant que j'ai laissé une autre vie être piétinée. Ils te dévoreront si tu ne frappes pas la première. Il s'est approché et a baissé la voix, bien qu'il n'y ait personne d'autre dans le jardin. Et encore une chose que tu devrais savoir. Victoria est à l'école de musique en ce moment. Il y a un récital. Ses élèves se produisent. Harry est allé. Il lui a acheté un collier en or avec des rubis. Il a dit à sa mère que c'était un cadeau pour le fils. Un collier avec des rubis. Carole s'est souvenue car lui avait dit il y a un mois, « Carole, on ne peut pas se permettre les bottes pour l'instant. Fais avec jusqu'à l'hiver. » D'accord? À l'école de musique? A-t-elle demandé à nouveau. Oui, dans l'auditorium. Le concert commence dans une demi-heure. La moitié de la ville sera là. Les parents, les enseignants, les conseillers municipaux. Mike l'a regardé dans les yeux. Trudy ne craint qu'une chose, Carole, la publicité. Elle a passé toute sa vie à construire une façade de famille parfaite. Si cette façade s'effondre devant tout le monde, elle perdra son pouvoir. Et Art est un lâche. Il n'est fort que dans l'obscurité. Carole a serré la clé USB dans son poing. Un plan clair et précis s'est formé dans sa tête instantanément. Elle n'avait pas besoin d'un procès qui traînerait pendant des années. Elle n'avait pas besoin d'avocats qu'elle ne pouvait pas se payer. Elle avait besoin de la vérité, une vérité forte et implacable dite là où elle ne pourrait être étouffée. Elle a retiré ses gants sales et les a jetés par terre. « Merci, papa », a-t-elle dit, l'appelant ainsi pour la première fois en toutes ces années. Mike a hoché la tête, et une larme a roulé sur sa joue grise et mal rasée. « Vas-y, ma fille. Vas-y et sois sans pitié pour eux. Ils n'en ont eu aucune pour toi. » Carole a couru vers la maison. Elle avait 20 minutes pour se changer, trouver l'enceinte portable d'Ashley et se rendre à l'école de musique. Elle ne ressentait plus de douleur ni de peur, à l'intérieur d'elle, l'acier résonnait. Elle n'allait pas à un concert, elle allait à l'exécution de sa vie passée. Et la hache était entre ses mains. L'école de musique bourdonnait comme une ruche. Le hall sentait le parfum, la laque et les fleurs. Des mères élégantes ajustaient les nœuds papillons de leurs fils. Des filles dans des robes bouffantes tripotaient nerveusement leurs partitions. Carole a fendu la foule comme un brise-glace, serrant l'enceinte dans sa main. Elle les a vus immédiatement. Art se tenait près d'un pilier, rayonnant dans son meilleur costume. À côté de lui se trouvait Victoria, magnifique dans une robe ajustée qui accentuait son ventre arrondi. Et un peu plus loin, comme une reine observant ses sujets, se tenait Trudy. Art tenait une boîte en velours dans ses mains. Il disait quelque chose à Victoria.
Elle riait, la tête renversée en arrière. C'était l'image parfaite d'une famille heureuse. Carole s'est approchée d'eux. Le son des violons provenant de la salle de concert s'est arrêté. Un entracte venait d'être annoncé. Le hall est devenu plus calme. « Bonsoir », a dit Carole à haute voix. Art s'est retourné. Le sourire a glissé de son visage comme un chiffon mouillé. Trudy s'est tendue. Ses yeux se sont rétrécis. « Carole, qu'est-ce que tu fais ici ?» a sifflé Art, regardant autour de lui. « Rentre à la maison. Ne te donne pas en spectacle. »« Je suis venu vous présenter mes félicitations », a dit Carole, plaçant l'enceinte sur une petite table où se trouvaient les programmes de la soirée. Victoria a cessé de sourire. Son regard passait de Carole à Art, sentant la tension dans l'air. « Ah, qui est-ce » a-t-elle demandé d'une voix capricieuse. « C'est la gouvernante, Victoria », a répondu Carole, la regardant droit dans les yeux. « Celle que vous devez supporter jusqu'à la naissance du fils. » Elle a appuyé sur le bouton de lecture de l'enceinte. La voix de Trudy, amplifiée par l'appareil, a résonné dans le hall, coupant le murmure de la foule. « Dès que Victoria aura accouché de mon petit-fils, nous mettrons le terrain à ton nom et nous mettrons Carole dehors. » Qu'elle aille au diable. Les gens autour d'eux ont commencé à se retourner. Les conversations se sont tues. L'essentiel est de la tromper pour qu'elle signe les papiers de la maison du lac. L'avocat a dit que dès que ce sera une propriété conjointe, nous la vendrons pour payer les dettes. Le visage de Trudy s'est couvert de taches rouges. Elle a essayé de faire un pas vers la table pour éteindre le son, mais Mike lui a barré la route. Il était apparu comme de nulle part, se tenant entre sa femme et Carole, les bras croisés sur la poitrine. « Eh bien, Victoria, supporte juste ses crises de nerfs pendant un petit moment. Quand il sera né, laisse-la rester à la maison. L'enfant est la chose importante. Ensuite, on verra. Peut-être qu'elle deviendra encombrante, elle aussi. » Maintenant, c'était la voix d'Art qui sortait de l'enceinte. Victoria a pâli. Elle a regardé Art avec horreur. « Tu disais que tu m'aimais, que nous étions une famille. » Victoria, c'est un coup monté. « C'est n'importe quoi. » A glapi Art, essayant de lui saisir le bras, mais elle a repoussé sa main d'une gifle. « Tu paies mon accouchement avec l'argent de ta fille ?» a-t-elle demandé doucement, mais dans le silence, tout le monde l'a entendu. « Tu as volé ton propre enfant. » L'enregistrement a pris fin. Un silence de mort est tombé sur le hall. Des dizaines d'yeux fixaient la famille, parfaite. Ils regardaient avec condamnation, avec dégoût, avec pitié. Trudy, qui avait toujours tenu son dos si droit, a soudain semblé se voûter. Son pouvoir, bâti sur les apparences de la décence, s'était brisé. Elle a ouvert la bouche pour dire quelque chose mais aucun son n'est sorti. Mike s'est tourné vers sa femme. « Je te quitte, Trudy. Je demande le divorce, et j'emmène ma pension avec moi. Vis comme bon te semble maintenant avec ton héritier. » Il s'est approché de Carole et s'est tenu à ses côtés. Victoria, ravalant ses larmes, a arraché la chaîne de son cou, celle avec le médaillon, et l'a jetée sur Art. « Ne t'approche plus jamais de moi. » Elle s'est retournée et a couru vers la sortie, se frayant un chemin à travers la foule. Art est resté seul au milieu du hall, un homme petit et pathétique avec une boîte en velours dans les mains qu'il n'avait plus personne à qui offrir. Il a regardé Carole, et dans ses yeux, il y avait un vide absolu. « Tu as tout détruit », a-t-il chuchoté. « Non, Art », a répondu calmement Carole. « J'ai juste allumé la lumière. » Elle s'est retournée et s'est dirigée vers la sortie. Elle ne ressentait aucun triomphe, seulement une immense et maigre lassitude et un vide étrange et résonnant là où se trouvait son cœur. 8 mois ont passé. L'hiver a été neigeux cette année-là. Carole se tenait près de la fenêtre de sa petite boutique sur la place du marché. L'enseigne, foyer et maison, brillait d'une lumière jaune et chaude. Derrière la vitre se trouvaient des piles de nappes en lin, des serviettes brodées, des couvertures douces. C'était sa toute petite entreprise, mais c'était la sienne. Elle l'avait ouverte avec l'argent de la vente d'une partie de son héritage et un petit prêt que Mike l'avait aidé à obtenir. Son ancien beau-père lui rendait souvent visite maintenant. Il lui apportait des tartes, l'aidait pour la comptabilité. Il vivait dans une chambre louée, peignait des tableaux, et pour la première fois en 40 ans, il semblait vivant. Art a disparu. On disait qu'il avait déménagé dans un autre état, fuyant les dettes et la honte. Trudy vivait seule dans son grand appartement, et les voisins disaient qu'elle ne sortait plus.
Carole a arrangé une pile de serviettes. Ses mains étaient toujours des mains de travailleuse, mais maintenant il n'y avait plus de bague à son annulaire. La marque était toujours là, une fine ligne blanche sur sa peau tannée qui ne s'effacerait probablement jamais. La cloche de la porte a tinté. Ashley est entrée, le visage rouge par le froid, un carton à dessin sur le dos. « Maman, salut. J'ai réussi mon examen. » Que des A, Carole a souri. Ils avaient rassemblé l'argent pour le premier semestre avec difficulté, mais le juge avait ordonné à Art de payer sa dette, et les premiers petits versements avaient commencé à arriver. « Tu es si brillante, ma fille. Tu veux un thé au thym ?» Elles se sont assises dans l'arrière-boutique en buvant du thé chaud dans des tasses simples. Dehors, il neigeait, recouvrant la ville d'un manteau blanc. Carole regardait sa fille, la vapeur s'élevant de sa tasse, et ressentait de la paix. Ce n'était pas un bonheur débordant, c'était la joie tranquille, un peu mélancolique, de quelqu'un qui a survécu à un naufrage et a construit sa propre maison sur le rivage. Elle avait perdu son mari. 20 ans de sa vie passée sur une illusion, la croyance que l'amour est éternel. Parfois la nuit, elle pleurait encore dans son oreiller, se souvenant de l'art qu'elle avait aimé autrefois, celui qui n'avait peut-être jamais existé. Mais elle s'était trouvée elle-même. Elle n'était plus une ombre, plus un objet pratique. Elle était Carole, une femme qui savait se tenir debout toute seule, même quand le sol s'effondrait sous ses pieds. Le soir, alors qu'elle fermait la boutique, elle a vu Walter. Il marchait sur le trottoir avec sa femme, lui tenant le bras. Le vieil homme a vu Carole, s'est arrêté et a fait un signe de la main. Carole a répondu. Elle a respiré l'air glacial. Il sentait la neige, le pain et l'espoir. La vie continuait différente, compliquée, solitaire, mais honnête. Et c'était le plus important. Chers auditeurs, c'est la fin de l'histoire de Carole. Une histoire difficile, parfois amère, mais à mon avis, très importante. Qu'en pensez-vous? Carole a-t-elle fait le bon choix? Cela valait-il la peine de laver leur linge sale en public et de créer un tel scandale? Parce que beaucoup diront qu'elle aurait dû être plus sage, se taire, préserver la famille pour les apparences, et d'autres diront qu'ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient et même plus. Et comment auriez-vous agi à sa place? Auriez-vous pu pardonner, ou auriez-vous brûlé tous les ponts, vous aussi? S'il vous plaît, écrivez dans les commentaires. Votre opinion m'intéresse vraiment. Les débats sur ce qui constitue la sagesse féminine et où elle se transforme en auto-humiliation ne cessent jamais. Si cette histoire vous a touché, si vous avez compati avec Carole, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Cela aidera notre chaîne à grandir et à raconter de nouvelles histoires. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de nos autres séries. Et si vous voulez savoir ce qui est arrivé à Victoria ou Trudy, faites-le nous savoir dans les commentaires. Peut-être jetterons-nous un coup d'œil dans leur vie également. Je vous souhaite tout le meilleur. Prenez soin de vous et de vos proches.